Bonjour à tous, merci d'être connectés. Donc aujourd'hui, on va vous présenter avec Thomas ce webinaire autour du baromètre RH et de l'intelligence artificielle 2025, tendance, insight et révolution audio IA. Donc j'ai la chance de co-animer ce webinaire avec Thomas. Je vais peut-être te laisser te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Merci Clément pour ton invitation et merci à Magellan X de me convier à présenter les principaux enseignements du baromètre RH et IA. Je suis donc Thomas Chardin, dirigeant fondateur de Parlons RH. Je suis Clément Muset, je m'occupe de toute la partie développement chez Magellan X. Et en quelques mots, Magellan X, c'est une startup spécialisée et experte en audio et intelligence artificielle. Et nous, en fait, on permet de créer, orchestrer et diffuser du contenu audio intelligent. Pour ça, en fait, on a une plateforme IA qu'on met à disposition des entreprises qui leur permettre de créer justement et orchestrer ce contenu audio. Et ensuite, on a une application qui est finalement le relais de diffusion auprès des collaborateurs des audios générés par l'entreprise. Et on dispose également d'une super équipe, d'un studio d'enregistrement et d'une super équipe qui finalement permet aux entreprises qui le souhaitent de venir enregistrer des podcasts. Ça peut être sous forme d'interviews, de masterclass, etc., en fonction de la stratégie de l'entreprise, soit pour de la communication interne, de la communication externe, etc. Donc, on a vraiment une fusée avec plusieurs bases, avec vraiment une plateforme, une application et aussi un studio. Sur Parlons, Thomas, je vais te laisser. On va dire qu'on est aussi une fusée avec trois grandes composantes. Parlons RH, c'est à la fois un média, une communauté et une agence. Un média pour les professionnels RH qui leur est totalement dédié. Le média fait 2 millions de pages vues par an, donc c'est un des médias leaders. On propose un certain nombre de contenus gratuits tous les jours. Tu disais que votre métier, c'était de créer, d'orchestrer. Nous aussi, en fait, c'est de créer, d'orchestrer du contenu et de le diffuser via une plateforme qui se trouve être une plateforme média digitale, Parlons RH. On a aussi la chance d'avoir la première communauté de professionnels RH en contact sur les réseaux sociaux, avec au total 350 000 contacts, mais 208 000 sur LinkedIn. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à Parlons RH, je ne peux que vous inviter à le faire, c'est gratuit. Je précise que Parlons RH est un média gratuit et sans publicité. On a un modèle économique un peu particulier. Et enfin, troisième axe, Parlons RH est aussi une agence en content marketing dédiée à l'ensemble de l'écosystème RH, content marketing et social media. Voilà les trois étages ou les trois composantes de la fusée Parlons RH. Super, merci Thomas pour toutes ces informations. Bon, je pense qu'on va rentrer dans le dur directement sur la partie baromètre. Oui, alors on est là pour présenter non pas le baromètre dans son exhaustivité, il fait plus de 40 pages et puis il a des centaines de chiffres, donc on va essayer vraiment de se restreindre à quelques grands enseignements, je dirais même pas à l'essentiel. L'essentiel, chacun va le trouver là où il peut. Donc, le premier élément, c'est que moi, je peux que vous inviter à télécharger le baromètre. Il est en accès gratuit sur Parlons RH. Et avant de rentrer dans la méthodologie puis ses principaux chiffres, je voudrais juste faire un très grand merci à nos 7 partenaires, ADP, Cegid, Factorial, Nibellis, Partenac Consultant, Sigma RH et Silae. Sans eux, on ne pourrait pas en fait ni concevoir, ni proposer, ni mettre à disposition gratuitement ce baromètre. Donc, merci à ces 7 partenaires-là. Je précise qu'évidemment, ils n'ont pas eu accès au questionnaire, ni aux résultats, ni surtout à l'analyse que l'on en faisait. Donc, l'analyse qu'on en a faite est totalement dissociée du sponsoring de ces acteurs. Je voudrais juste remercier, mais je ne vais pas les énumérer parce qu'on est pris par le temps et puis ce n'est pas l'essentiel, mais on a quand même 13 experts et DRH qui ont contribué à nous donner leur regard, soit de praticiens, soit d'experts de l'IA, soit d'experts de la RH, pour qu'eux commentent aussi, en plus de nos analyses, commentent aussi les principaux résultats. Donc, la richesse de ce baromètre, c'est aussi leur regard à eux. Merci à tous ceux qui sont cités là. Je vais prendre la main sur la présentation pour pour pouvoir passer tout de suite, non pas tout de suite aux résultats, mais d'abord, juste pour vous dire que c'est un baromètre, ce n'est pas une étude, au sens où un baromètre, c'est une étude, mais qui est annuelle, qui a vocation de mesurer, d'évaluer l'évolution d'une pratique, en l'espèce les technologies IA, au sein de la fonction. Donc, on va poser
en fait, chaque année, un certain nombre de questions. Certaines seront récurrentes, d'autres seront nouvelles, sur où en sont les professionnels RH de leur compréhension et de l'adoption opérationnelle des technologies IA. Premier axe. Deuxième axe, comment est-ce que ça transforme ou ça a déjà transformé ou pas la fonction RH. Et le troisième, c'est comment vous envisagez l'avenir. Alors là, l'avenir, c'est en 2025 puis 2026, mais la question leur sera posée évidemment en 2026 pour voir s'il y a une augmentation ou une baisse de l'enthousiasme ou du pessimisme. Juste pour conclure sur cette phase introductive, le baromètre est assis sur un échantillon de plus de 160 professionnels RH qui se compose généralement dans les enquêtes parlant RH de 2/3 de professionnels RH et d'un quart dit de prestataires. Et il y a 10% de autres, de salariés qui ne sont pas dans la fonction RH et pas chez les prestataires. 8% pour être précis cette année. Et enfin, on est représentatif de la fonction RH. On a 50% de l'échantillon qui est sur les entreprises de moins de 150 salariés et 50%, c'est ça qui me paraît important, sur plus de 250 salariés. Je rappelle que les entreprises de France qui ont plus de 250 salariés, elles représentent 0,1% des entreprises. Donc, on est surdimensionné dans les grands groupes, mais c'est normal parce qu'on est représentatif de la fonction RH qui a une pondération plus forte dans les plus grandes entreprises. Voilà pour la partie échantillon. J'avance à ce rythme-là, Clément. Et puis, voilà, je n'ai pas accès là tout de suite aux questions, mais je pense qu'on peut, voilà, si vous avez des questions pendant le propos, et puis même à la fin, on les prendra. Alors, premier grand enseignement, est-ce que vous connaissez, vous, professionnels RH, l'IA? La réponse est oui, 96%. Il n'y a que 4 petits pourcents qui ne connaissent pas au moins un peu l'IA. Donc, s'il fallait une confirmation, les professionnels RH sont sur le pont sur cette thématique. Sur le fait que, sur la dynamique de transformation, en fait, on a qu'un tiers de professionnels RH qui estiment que l'IA a déjà transformé totalement ou significativement les RH et la fonction RH. On va dire que c'est assez faible, il n'y a qu'un petit tiers. Voilà. Il y en a même 50% qui pensent que c'est totalement à la marge, plus de 50% qui pensent que c'est totalement à la marge. En revanche, quand on projette un peu cette question et qu'on dit est-ce que ça va transformer considérablement la fonction RH, là, on est sur 3/4. 3/4 de professionnels RH. Donc, OK, il y a une dynamique qui est enclenchée, les professionnels RH en sont convaincus, manifestement, mais on va dire que la transfo, elle se conjugue plus, comme toujours, plus ou mieux au futur qu'au présent. Hein. La transformation, elle n'est pas encore passée complètement par moi. Il y a même une autre manière de voir un peu négative, le 76%, le dernier encadré, c'est par la négative. Hein. Il y a le verre d'eau, il est à moitié plein. Là, il est à 3/4 plein, mais à 1/4 vide. Il y a 24% qui pensent que l'IA ne va pas transformer la fonction RH. Et ça peut être surprenant. Je ne rentre pas dans le détail, on va le voir un petit peu par la suite, mais il y a toujours un peu deux manières de regarder les chiffres. On peut leur faire dire un peu ce qu'on veut. Là, on essaie vraiment d'être le plus clair et le plus tranché possible. On n'a aucun intérêt à dire soit une chose, soit une autre. On essaie de leur restituer une forme de vérité. Hein, mais je pense que chacun peut aussi avoir la sienne sur la base de ces chiffres qui, eux, sont totalement vrais. On ne peut pas les dire qu'ils sont faux. Alors, un sujet intéressant, c'est qu'est-ce que vous mettez en pratique, vous, professionnels RH? Quels sont les usages que vous déployez? On va tout de suite regarder, là c'est une synthèse, parce qu'on est rentré dans le détail de ces différents usages, mais on va regarder en bas, là, le 83%. En fait, on a posé la question au DRH qui est de dire, à titre professionnel, mais individuel, donc pas forcément intégré dans un processus RH de transfo, est-ce que vous utilisez l'IA? Waouh, 83% répondent oui. Quand on compare, donc 83% des professionnels RH utilisent à titre personnel, mais professionnel, l'IA. C'est un chiffre très important. Alors, pourquoi je dis que c'est un chiffre très important? Parce que quand on regarde les autres enquêtes qui existent sur le sujet auprès des Français, l'étude du CREDOC, auprès des professionnels, des salariés, l'étude de Centre Info, en fait, les professionnels RH sont bien en avance des différentes statistiques sur le sujet. Les Français, c'est 22% des Français qui utilisent l'IA. Les salariés, c'est 53%. Les salariés col blanc, profession intellectuelle, c'est 71%. Là, on est à 83%. Premier résultat, les DRH sont en avance. Ils sont, j'ai envie de dire pour une fois, early adopteurs de la démarche. Deuxième regard possible, il faut regarder le petit chiffre vert. Le petit chiffre vert, c'est est-ce que vous l'avez mis en place dans vos process RH? À 37%. Il y a un écart.
très important. Autrement dit, les services RH sont à la traîne des RH en tant qu'individus. Ça, c'est un premier résultat très fort. Donc, on teste d'abord soi-même avant de l'implémenter. Deuxième résultat, n'hésite pas, Clément, à me dire que si je parle trop. Non, t'inquiète, j'attends que tu dises, je vais rebondir sur les chiffres justement où on a un parallèle sur l'audio, mais… Ok, je vais vite sur cette… finis peut-être celui-là, puis bien évidemment, je ne peux que t'inviter à rebondir sur mes propos ou à même dire que ce n'est pas exactement ça dans les faits ou sur la partie audio. Juste ce que je trouve particulièrement intéressant aussi dans nos résultats, on a scoré la nature des outils utilisés. Alors, c'est un regroupement arbitraire d'une certaine manière. On a dit ça, c'est plutôt des outils simples, ça, c'est des outils pour l'automatisation, et ça, c'est plutôt des outils avancés, notamment tout ce qui est analyse prédictive. L'usage, qu'il soit individuel ou collectif, commence par des outils simples, puis des outils d'automatisation, puis des outils avancés. Mais alors là, c'est vraiment, alors on ne rentre pas dans le détail, mais c'est les marches de progressivité ou de mise en pratique de l'IA. Ce que je trouve aussi là aussi intéressant, deuxième grand enseignement, c'est que l'IA, ce n'est pas une révolution technologique. C'est une évolution technologique. L'IA existe depuis bien longtemps. En revanche, c'était particulièrement complexe de pouvoir l'utiliser. De parler avec la machine en langage naturel, ce n'est pas possible. En revanche, là, ça le devient, et on commence donc par des usages, c'est une révolution humaine, mais une évolution technologique. On va commencer, ce qui est bien logique et rationnel, par des usages les plus simples, l'IA générative, puis par l'automatisation, et probablement avec notamment des agents, et probablement après par des outils un petit peu plus avancés. Donc, il y a une progressivité de la démarche. Ça, step by step, au fur et à mesure. C'est ça où on peut faire aussi le parallèle sur l'audio. En fait, on peut reprendre les chiffres de l'usage de l'IA. En fait, aujourd'hui, on sait que 82% des Français consomment de l'audio au quotidien, mais on sait que seulement dans 25% des grandes entreprises, c'est un format qui est encore peu mis en avant, alors qu'on se rend compte que les collaborateurs l'écoutent énormément. Et ça me fait rebondir justement sur ce que tu dis sur la partie usage, où finalement, toujours sur nous, l'expertise de l'audio. L'audio a toujours existé, enfin, écouter la radio, etc., depuis je ne sais pas combien d'années. Mais en fait, on a aussi un changement où maintenant, on peut devenir acteur de ce qu'on écoute. C'est qu'on n'est plus en mode passif, c'est que maintenant, je suis capable avec l'IA, usage complètement différent, de transformer un document qui peut être écrit en audio. Et donc, ce qui fait que je vais consommer différemment l'audio, et donc je vais avoir, comme ce que tu dis, un usage différent qui commence sur de la transformation de documents, mais après, ça peut être aussi cumuler des documents, des audios, etc., pour avoir finalement un flux audio qui soit le mien et qui soit personnalisé par rapport à mon métier, par rapport à ce que je veux, etc. Donc, l'idée, c'était de rebondir là-dessus sur finalement un usage qu'on a un peu dans le perso de notre côté peut aussi justement se décliner. Enfin, il y a une différence avec le côté intégration d'entreprise et aussi en termes d'usage, quoi. C'est vrai que l'audio, on était récepteur, que maintenant, on est un peu… Maintenant, on peut devenir créateur sans forcément passer derrière le micro. Et on Exactement. peut passer derrière le micro et aussi utiliser l'IA pour en fait optimiser ce que j'ai pu enregistrer. Mais voilà, maintenant, on devient consommateur et aussi acteur sans devoir passer, s'enregistrer, etc. Donc, premier enseignement, la progressivité que vient d'évoquer Clément, en tout cas l'ouverture du champ des possibles, aussi en termes d'IA. Et l'autre chose, c'est que les services RH sont à la traîne des usages personnels des professionnels RH qui, eux, sont en avance sur le reste des Français, le reste des professionnels. On a identifié, on a scoré, on a évalué le taux de pratique sur 32 usages. Alors, on s'est limité à 32, c'est déjà beaucoup. Là, vous avez les 12 premiers, ceux qui remontent les 12 premiers. Donc, vous voyez, le premier usage, c'est rédiger des descriptions, des posts et des contenus pour vos pages carrière. Je ne vais pas énumérer l'ensemble des résultats, juste pour vous dire qu'il y a deux grands enseignements. Là aussi, on a réparti par type. Je ne sais pas si on voit ma souris, je ne pense pas. En tout cas, sur la gauche, non, on ne voit pas ma souris. Sur la gauche, vous avez production de contenu, communication, information. C'est-à-dire qu'on a typé la nature des usages.
Ce qu'on constate dans cette liste des 12 premiers usages, c'est que vous avez beaucoup de orange. Dans les 5 premiers résultats, c'est que de la production de contenu. Donc, c'est que de l'IA générative, pour le dire simplement. Vous avez une petite barre verte sur la communication, et puis vous avez 3 petites barres roses. Dans les 12 premiers résultats, vous en avez 8 qui concernent la production de contenu. Donc, ça rejoint l'exemple précédent, le propos précédent, c'est qu'on commence par l'IA générative avant de s'attaquer à des pratiques plus avancées. Deuxième enseignement, et là c'est sur la droite, quelles sont les activités RH qui sont concernées? Alors, il y a d'autres questions dans le baromètre qui rentrent dans le détail de la nature des activités RH. Est-ce que c'est la gestion des carrières, la paye, les relations sociales, etc. Là, en fait, via ce slide-là, et c'est pour ça qu'on l'a choisi avec Clément, c'est parce que, en fait, ça agrège différents résultats. Il y a 2 grandes activités RH qui sont de loin devant les autres, en fait, en termes de pratique de l'IA. C'est 1, le recrutement, 2, la formation. Mais c'est 1, le recrutement est bien devant, suivi le deuxième sur le podium, c'est la formation. Et tous les autres, ils ne sont même pas sur le podium. En fait, ils sont un peu plus loin. C'est-à-dire qu'ils ont un peu décroché les wagons. Le recrutement est toujours en avance de phase par rapport à une évolution sociétale ou technologique. Pourquoi? Parce que c'est un peu extérieur à l'entreprise. Enfin, c'est pas un peu, c'est carrément extérieur à l'entreprise. Et donc, il y a la nécessité d'être en connexion avec la société, avec le marché. Et donc, presque l'obligation, c'était vrai sur le recrutement, sur la partie digitale, la partie Internet, ou sur d'autres pratiques. La formation est aussi souvent le deuxième domaine qui s'accapare ces technologies, parce que c'est un domaine qui est circonscrit. C'est un domaine qui est limité. C'est beaucoup plus compliqué de diffuser une technologie dans l'ensemble de l'organisation, comme si ça faisait un peu tache d'huile. Parce qu'il y a des freins culturels, on le verra, non, on ne le verra pas là, mais c'est dans le baromètre, mais en fait, c'est plus compliqué de diffuser une technologie là-dessus. Tu as un point à rajouter, Clément, là-dessus? Non, là-dessus, c'est bon. On a testé aussi le bottom 20, hein, donc le top 12 et puis le bottom 20. Alors, juste constater que déjà la couleur, elle change un peu, elle est déjà un peu plus diverse, un peu plus sympa et un petit peu plus de vert, de rose, voire même de bleu qui est l'automatisation. Et un petit peu moins de jaune-orange, là, qui est la production de contenu, mais c'est encore présent. Donc, il y a vraiment presque une dichotomie des usages. Hein. Bon, on peut très bien challenger les propositions qu'on a faites, puisque voilà, il fallait un peu cadrer la chose, donc il manque évidemment des éléments. Mais c'était intéressant de voir qu'effectivement, voilà, rédiger des analyses, c'est que 13%. Gérer des tableaux de bord sociaux, quand même, des tableaux de bord RH avec l'IA, c'est 13%. C'est quasiment personne. Tout ce qui est notifié des anomalies en paye et en DSN, déclaration sociale nominative, alors oui, c'est très technique, mais c'est 6%, c'est epsilonesque. En fait, dans le bottom 20, on voit toutes les perspectives, tout le potentiel. Ce n'est pas quelque chose qui ne sera pas pratiqué. A priori, on devrait continuer par ça, et dans l'ordre qui nous est proposé, à quelques évolutions technologiques près. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il faut considérer ça, ok, on peut dire que la pratique est quasiment absente dans ces différents domaines, 14% le meilleur du bottom 20, mais en fait, tout ça va fortement augmenter très probablement. C'est une fois qu'il y aura plus d'adoption, etc. Voilà, il faut y aller step by step et que, que chacun s'adapte à l'évolution de l'IA. Enfin, déjà, se renseigne, le comprenne, l'utilise au fur et à mesure. Comme tu disais, l'IA Jane aujourd'hui, c'est ce qui est le plus utilisé. En fait, au fur et à mesure, voilà, l'automatisation, en fait, on passe des steps en fonction de nos connaissances. Et mine de rien, en fait, je pense qu'on fait aussi. Après, tu fais un peu confiance. Après, on le verra après, mais tu commences à faire plus confiance à l'IA. Au début, tu n'es pas, c'est un peu la découverte. Et donc, ok, tu as fait l'IA Jane. Après, tu passes des steps. Et c'est pour ça que oui, je pense que tout va aller assez vite là-dessus. Ouais, en fait, ces résultats, moi, me surprennent. On y reviendra juste après, mais je suis très surpris de ces résultats de la part de la profession RH. La technologie, quoi qu'on en dise, n'a jamais fait très bon ménage avec la fonction RH, même si on évolue, mais on est en 2025 et une grande partie des équipes RH sont encore sous-équipées en solutions digitales. C'est quand même assez surprenant. Je ne sais pas, une entreprise sur 5 en France de plus de 3000 salariés, donc c'est très peu d'entreprises, c'est des grandes entreprises, sont équipées avec Excel pour gérer la formation. Quand on connaît la complexité de la gestion de la formation,
Et là, en revanche, sur l'IA, c'est pour ça que je suis assez confiant sur la confiance des professionnels RH. Et on voit bien qu'il y a une forme d'enthousiasme et d'appropriation des différents codes. D'appropriation, et tiens, d'ailleurs, sur les risques, je fais une petite transition. Donc, on a scoré les risques, les freins, etc. Là, on n'est que sur les risques. Vous voyez juste que le jaune, c'est un risque important et le rose, c'est un risque très élevé. Bon, autrement dit, sur les. Il y en a combien 3, 6, 8, c'est ça 3, 6, j'ai du mal 5, 6, 7, 8, c'est ça. Sur les 8 risques identifiés, Claire nous pose la pouvez-vous nous vous rappeler qui vous avez consulté, c'est ça, qui en a consulté? Alors, on a consulté les professionnels RH, précise dans l'échantillon, 562 professionnels, dont 2 tiers sont des professionnels RH et dont un quart sont des prestataires RH. Les résultats, en fait, pourquoi on fait prestataires et des RH et autres? Pour voir s'il y a des différences. Il se trouve que là, il n'y a pas de différence majeure. On l'a bien sûr adressé par secteur d'activité, je ne suis pas rentré dans le détail, et par taille d'entreprise. Dans le baromètre, vous avez les distinguos par taille quand ils sont probants, par taille, par secteur d'activité et par nature de répondant et par fonction de répondant. Donc là, la première chose qu'on constate, c'est que la majorité, les risques sont très majoritaires, ils sont très importants, ils sont tous presque à plus de 50%, le dernier est à 49%. Donc le risque est très élevé ou élevé. Donc ce n'est pas un aveuglement des DRH qui disent « Oh, il n'y a pas de risque, j'y vais tête baissée ». Non, non, ils sont très conscients des risques. Je ne rentre pas dans le détail, à part le premier qui est loin devant les autres quand même, qui est la confidentialité et le respect de la vie privée, qui pour les professionnels RH est loin devant en termes de risque. En revanche, il y a 3 catégories de risques qui émergent et qui sont dans l'ordre que je vais évoquer. Le premier risque, c'est un risque technique. C'est la confidentialité des données, c'est la discrimination et la reproduction des biais, et c'est la non-explicabilité des résultats de l'IA générative. En fait, dans les 4 premiers résultats, les 3 premiers sont des risques liés à la technologie elle-même. Le deuxième risque, c'est un risque organisationnel. C'est comment je déploie ça. Comment il y a la multiplication des usages. J'ai un petit truc qui se met sur mon écran, donc je ne vois pas exactement, c'est pas grave, je ne sais pas pourquoi, ça va, voilà. Peu importe. Vous avez le deuxième résultat, la multiplication des usages, et vous avez l'erreur, l'avant-avant-dernier, l'erreur et perte de contrôle avec des outils opaques ou trop complexes. Donc, il y a un problème d'organisation. Et en fait, le troisième type de risque, c'est un risque de lien social, c'est un risque de déshumanisation. Il arrive en dernier. En termes de typologie, c'est la déshumanisation des relations. L'avant-dernier, c'est l'éloignement et la distanciation RH collaborateurs. Et le dernier, c'est le rejet ou non d'adoption des outils IA par les collaborateurs. Ce sont des professionnels RH qui répondent. Ça traduit déjà une forme de maturité sur le sujet pour dire non, l'IA ne remplacera pas l'individu ou ne va pas créer forcément de la distance. Ce n'est pas le froid de la technologie digitale comme on pouvait l'anticiper. On voit bien que là, il y a la possibilité d'avoir des gains importants et on n'oppose pas IA et humain. De la part de professionnels RH, ça me semble particulièrement intéressant. Complètement. Et après, justement, pour juste cadrer un petit peu, en fait, ce dont ont besoin les RH, c'est d'une stratégie claire sur cette partie d'IA. En fait, on sait qu'aujourd'hui, si on n'a pas de stratégie, en fait, oui, on a tous ces risques qui puissent être inévitables. Donc, d'où l'intérêt de poser finalement quels sont mes besoins, où est-ce que je veux aller, comment, pourquoi. Et en fait, en posant la stratégie, on va réussir à limiter, voire éliminer tous ces risques plutôt que de vouloir le faire sans prendre toute la chaîne de valeur finalement. Et c'est là où ensuite, il faut donner un petit peu le bébé, soit un expert en interne qui sait utiliser la technologie IA, ou alors ensuite prendre un prestat externe qui va vous accompagner là-dessus. Mais l'importance de poser une stratégie en amont pour cadrer, limiter et éliminer les risques, c'est ce qui est primordial. Je peux que te rejoindre. Pourquoi? Parce qu'on a mesuré ça dans le baromètre. On a mesuré les freins au passage à l'acte. Et ce n'est pas des freins budgétaires, des freins de ressources, des freins de compétences. En tout cas, elles ne sont pas majoritaires. Le premier frein est celui que tu évoques, est le cadre stratégique. Les professionnels RH attendent un cadre stratégique qui leur est donné par le comité de direction pour pouvoir y aller plus activement. Je ne voudrais pas préempter le temps de parole, donc je vais aller très très vite sur le dernier slide. Je l'ai un petit peu évoqué. Les DRH sont très conscients des problèmes que ça pose. 61% pensent que ça va être difficile ou très difficile. Donc, c'est pas un aveuglement de la chose.
Ils sont en revanche 69% à être confiants dans l'avenir de leur propre organisation à l'ère de l'IA. Ce chiffre-là est énorme. Pour bien comprendre, pour bien connaître, de façon très prétentieuse, les professionnels RH, ils sont rarement confiants quand un choc va impacter fortement l'organisation. Ils ne sont pas appétents pour le risque. Ils sont plutôt averses au risque. Le R de DRH peut être celui du risque qu'on cherche à minimiser. Et ce n'est pas une injure que de dire ça. Là, en revanche, il semblerait qu'il y ait une forme d'amour du risque qui soit dégagée, à tel point que les DRH, et je n'ai jamais vu ça dans une quelconque enquête sur des évolutions majeures comme ça, un peu drastiques, 82% des DRH pensent que l'IA est une opportunité pour la fonction RH. 82%. Donc, jamais, moi je m'attendais plutôt à 22%. Jamais j'aurais pu prédire de tels résultats. Donc, c'est un enthousiasme, mais un enthousiasme qui n'est pas un enthousiasme aveugle, qui est un enthousiasme mesuré. Là, je restitue que les chiffres, mais il y a évidemment des regards différents qui nous permettent de confirmer cela. C'est une confiance maîtrisée. Voilà. Et pour conclure, en fait, on a trois grands typologies de professionnels RH qui se dégagent dans ce baromètre. On a les enthousiastes, qui, eux, ont déjà pratiqué, ont une bonne connaissance et ont commencé à diffuser la pratique dans leur secteur RH. Ça, c'est grosso modo un tiers de l'échantillon. On a comme toujours une espèce de ventre mou qui représente la majorité. On va les qualifier de hésitants. Vous avez le petit jeu de mots avec l'IA. Bon, bah, ils ont une compréhension de l'IA qui est un peu élémentaire. Ils ont déjà un usage personnel, mais ils ne l'ont pas encore intégré dans leur pratique collective. Et puis, on n'est pas encore dans une dynamique de transformation, mais certains aimeraient bien. Voilà, on attend un peu. Et puis, vous avez 12% de dénialistes qui, eux, disent c'est un effet de mode. Je ne connais pas, je ne pratique pas, je n'ai pas envie de pratiquer, ça va faire pchit, il n'y a pas d'élément de transformation. Il se trouve que ce 12%-là, on a exactement le même, et il est stable sur d'autres pratiques RH innovantes, comme l'expérience collaborateur. Dans l'expérience collaborateur, on a une typologie aussi des professionnels RH par rapport à cette pratique, l'expérience collaborateur, et on a 12%, on ne les qualifie pas de dénialistes, on les qualifie de réfractaires. Et eux, on leur pose la question, est-ce que vous voulez l'expérience collaborateur? La réponse est non. Est-ce que ça va changer? La réponse est non. Ces acteurs-là semblent être les mêmes. Donc, il y a toujours, et c'est peut-être normal, des acteurs, je pense que ce n'est pas forcément lié à la fonction RH, qui ne veulent pas prendre le virage de la modernité ou du changement. Et donc, ces acteurs-là, ils risquent la sortie de route, me semble-t-il. Et j'en profite pour rebondir justement sur les enthousiastes et les hésitants. Ça me fait penser en parallèle à la façon dont nous, on a construit notre technologie. En fait, on a ce qu'on a, toi, tu appelles les enthousiastes, nous, on va appeler des maestros. Donc, c'est des personnes qui, finalement, dès que l'IA Jane est sortie, etc., ont mis les mains dedans, s'ils sont intéressés. Donc, eux sont ce que tu as appelé les early adopters. Donc, eux sont vraiment déjà dedans. Donc, en fait, on peut pousser justement la techno assez loin avec eux en leur mettant des features en fait plus importantes au fur et à mesure. Donc, c'est là où vous avez une première techno que vous mettez à disposition. Et ensuite, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi une deuxième techno pour permettre justement à ces hésitants de faciliter l'accès. Et donc, la plateforme est différente. Vous allez être accompagné via un prompt, etc. pour justement faciliter l'entrée dans la démarche et, in fine, arriver à la même fin entre l'enthousiaste et l'hésitant, mais on ne va pas avoir le même accompagnement. Ceux qui sont déjà experts, voilà, ils peuvent un petit peu se débrouiller tout seuls et aller encore plus loin. Et ceux qui sont hésitants, ils ont tout un devoir de découverte en amont, d'accompagnement et pas d'arriver sur quelque chose où on a l'impression que c'est une usine à gaz, c'est trop compliqué, donc c'est pas pour moi. Donc, il y a vraiment en fait un devoir de s'adapter à cette population. Et en fait, on le revoit très bien justement dans ton baromètre. Est-ce que nous, en fait, on avait analysé avec justement l'utilisation de nos clients où on a fait le choix, où nos équipes justement produits, notamment Déborah chez nous, de finalement dessiner un petit peu deux parcours user différents. Je switch sur la partie un peu plus terrain, si je puis dire. Donc, en fait, là, on vous a préparé 3 use cases qui reprennent un petit peu l'audio et l'intelligence artificielle. On a voulu se pencher un petit peu sur la partie onboarding. Onboarding, on sait que c'est un
un grand sujet chez les RH. On a tous vécu des onboarding boring au possible, où on a dû lire des PDF de 40 pages, 3 sites internet, 50 vidéos, etc. Et l'idée, c'est de se dire, en fait, comment aujourd'hui, avec l'IA et l'audio, on peut optimiser cette partie onboarding pour faciliter l'intégration opérationnelle et l'adaptabilité à la culture de l'entreprise. Donc, l'idée, c'est de créer un mix, en fait, entre finalement des contenus écrits, potentiellement des vidéos, mais aussi de l'audio, où en fait, je vais pouvoir créer des micro-learning audio. On sait qu'aujourd'hui, on a un taux de concentration qui est assez limité dû aux écrans et notamment aux réseaux sociaux. Donc, c'est ça que le micro-learning devient très intéressant, notamment sur la partie onboarding, pour qu'il y ait que le collaborateur puisse s'accaparer des bonnes informations et surtout qu'il y ait une rétention d'informations de sa part via le micro-learning audio. Donc, la mise en place du micro-learning audio, c'est quelque chose de très important. Et nous, on appelle le file to audio, c'est la capacité à dire, mon PDF de 40 pages, finalement, l'entreprise va m'en faire un résumé audio de 7 minutes que je vais pouvoir écouter et je vais ensuite pouvoir m'appuyer, si je veux, quelques éléments aller plus en profondeur sur mon PDF. Mais il y a vraiment ce besoin de créer un mix pour faciliter le onboarding et d'aller beaucoup plus vite dans l'intégration des collaborateurs. Sur le deuxième use case qu'on a… Je peux te poser une question ou pas, moi? Dis-moi. Pardon. En fait, comment ça marche concrètement? Vous prenez, très opérationnellement, vous prenez toute la matière qui existe. Je te rejoins sur l'onboarding boring. Donc, les PDF, les processus, vous les mettez dans une IA et ça sort de l'audio? C'est comme ça que ça marche? C'est ça. En gros, tu vas mettre un petit peu tout ton process, etc. Et en fait, on va dire dans le back-office, on va dire, il va mouliner et tu choisis comment ça veut que ça sorte. Est-ce que tu veux que ça soit un résumé? Est-ce que tu veux que ça soit traduit en plus dans 18 langues différentes, etc. Donc, tu vas choisir un petit peu ton process et automatiquement, en fait, ça va te générer ton audio que tu vas ensuite pouvoir diffuser auprès de tes collaborateurs. Soit tu le diffuses sur des plateformes existantes, donc là, on ne va pas rentrer dans la technique, mais il y a des systèmes d'API ou autres, soit à travers nous, l'application, en fait, qui va servir de relais de communication auprès des collaborateurs. Donc, chaque collaborateur a son application sur laquelle il va pouvoir écouter les différents éléments de onboarding ou de micro-learning, etc., qui lui seront mis à disposition. Donc, il y a vraiment tout un step soit manuel de la part du RH qui va mettre les documents, dire dans l'IA, ça va lui transformer et diffuser automatiquement, soit on peut carrément automatiser tout le process dès le début en disant dès que tel document, par exemple, je sais pas s'il y a des nouveaux documents de onboarding qui sortent tous les mois, ils sont sur telle base, et en fait, on va automatiquement les récupérer, ça va les traduire en audio et ça va ensuite les diffuser. Donc on est sur quelque chose de très simple en usage et avec finalement un impact, avec une forte valeur ajoutée à la fin. Et surtout, le côté, la combinaison de dire, en fait, finalement, avec des mêmes documents et peut-être des mêmes process, je peux l'adapter automatiquement à X pays différents parce qu'on va les traduire, etc. Alors, bien sûr, il y a besoin parfois d'adapter parce que le management culturel peut être différent en fonction de chaque pays, mais il y a certains process qu'on peut en fait facilement décupler ultra rapidement au niveau international. Ok, c'est très clair. Merci. Donc, deuxième step, ce qui intéresse fortement vous, RH, c'est la formation continue des collaborateurs. Donc là, tu as un petit peu un focus sur le côté équipe terrain. L'important, on avait pris donc là l'exemple des commerciaux, d'avoir finalement de la news assez fraîche de son marché. Je vais vous sortir un exemple. Nous, on travaille avec une société experte sur la partie énergie. Leur volonté, c'est de se dire, OK, tous les lundis matins, je veux qu'il y ait un petit peu un point marché, ce qu'on va appeler un news brief, de 2 ou 3 minutes sur les tendances du marché, ce qui s'est passé la semaine dernière, les infos importantes à récupérer. Donc ça, en fait, on a automatisé en fait la récolte d'informations sur ces sujets-là. On a automatiquement créé donc une espèce de news brief de 2-3 minutes qu'on a ensuite traduit dans 4 langues différentes et qu'on envoie en fait automatiquement tous les lundis aux collaborateurs de l'entreprise. Donc, ce qui leur permet finalement d'avoir cette ressource terrain sans passer des heures à aller lire différents articles, etc. Donc, ils ont vraiment leur analyse marché qui est faite automatiquement via cette IA. Et le parallèle, ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est que sur une population comme les commerciaux, il y a l'aspect vraiment mobilité. Nous, on a une grosse expertise sur la partie mobilité, c'est de se dire, voilà, j'ai
1000 personnes sur le terrain en France qui sont dans leur voiture au quotidien. En fait, au lieu de dire, OK, une fois que vous avez écouté la radio, 3 trucs, etc., finalement, c'est tout le temps la même chose, de dire, ce temps, finalement, qui est perdu pendant ma mobilité, mon trajet, en fait, je vais en faire un temps à forte valeur ajoutée. Et donc, le temps à forte valeur ajoutée, comment je peux le transformer? C'est via l'audio. Et donc, si j'ai finalement ma news brief que je peux en profiter, donc avant d'aller voir un client, OK, j'ai ma news brief, OK, j'ai 2-3 tendances qui sont en train de sortir, ça me fait un argument supplémentaire. Ah le produit, il a évolué la semaine dernière sur une façon marketing, etc. Tiens, il y a 2-3 éléments différents. Ils m'ont fait un petit audio que je peux écouter dans ma voiture pendant 2-3 minutes. L'idée, c'est vraiment de gagner du temps. Nous, on parle beaucoup d'efficience chez nous. Je pense que vous en parlez beaucoup aussi en tant qu'RH, mais l'importance de transformer le temps qu'on puisse perdre en temps gagné. On sait que voilà, on a des journées qui sont limitées en temps horaire, et donc c'est ce temps gaspillé le transformer. Et c'est là où en fait il y a vraiment une force de la partie de l'audio et où on gagne du temps via l'IA, où on n'a plus besoin de passer derrière le micro. En fait, on peut devenir aussi acteur de cette mouvance de l'audio IA. Bon, après, la traduction, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais voilà. Donc, rapidement sur la partie communication RH, on connaît cette volonté pour vous en tant qu'RH de créer une proximité avec vos collaborateurs. On sait que la proximité, elle peut être compliquée quand vous avez des collaborateurs qui sont sur le terrain, comme ce que je disais tout à l'heure, ou qui sont dans des usines ou autres. Ils ne sont pas comme nous à avoir un ordi sous le nez au quotidien, X heures par jour. Donc, c'est comment est-ce que justement je peux toucher au mieux cette population-là, et quoi de mieux que l'audio? Donc, tiens, dans mon usine, dans ma salle de pause, j'ai un QR code qui fait que je vais accéder un petit peu à une chaîne audio qui serait celle spécifique de cette usine-là, où je vais avoir de l'information RH, de l'information X ou Y. Donc, finalement, l'audio devient un réel relais de proximité entre vraiment l'entreprise et ses collaborateurs. Et je reviens sur la partie aussi multilingue, mais je peux faire passer des messages qui puissent être un peu globaux en tant que tels, dire voilà, telle annonce, en fait, cette annonce-là, au lieu d'envoyer un communiqué que je vais en translate à chaque fois, etc., en fait, avec l'audio, je vais cocher les 18 langues que je veux, ça va automatiquement le transformer et le diffuser aux collaborateurs. Donc, il y a vraiment l'audio était vraiment un levier de proximité pour l'entreprise et ses collaborateurs. Je ne sais pas si tu voulais rebondir sur 2-3 éléments, Thomas. En fait, je veux pas. J'aurais pas mal de questions à poser. Je voudrais juste que tu finisses ton propos. En fait, je trouve que ce que tu évoques et votre activité me semble particulièrement intéressante parce que elle met en congruence, en cohérence, en convergence deux grandes tendances que sont ce que moi j'appelle le voice business, donc l'utilisation de la voix, oui, et l'IA. Et l'un vraiment nourrit l'autre, quoi. Voilà, donc je trouve ça hyper intéressant. C'est ça. Et puis il y a en plus avec l'audio, en fait, on peut aussi aller plus loin, c'est même personnaliser la voix. C'est que nous on fait aussi ce qu'on appelle du voice cloning, dire en fait je suis DRH, donc nous on va cloner un petit peu la voix, et en fait sur tous les sujets qui seront RH, ça sera la voix du DRH qui sera mise sur cette typologie de contenu. Et on sait que finalement, quand on écoute un contenu avec une voix qui nous est familière et qu'on connaît, on va avoir une meilleure rétention de l'information. Donc, c'est là où on retourne encore sur notre côté proximité avec mes collaborateurs, ou même si moi, je suis à Amiens et que les collaborateurs qui sont à Montpellier, et finalement, il y aura comme une sensation de proximité parce que ça sera la voix toujours de cette personne-là qui sera utilisée pour tel sujet, tel domaine, etc. Et donc, l'importance ça m'a fait penser à certaines stats que tu as évoquées tout à l'heure, mais l'IA, justement, va permettre de créer de la proximité et ne va pas en éloigner. C'était dans tes stats, je ne sais plus, dans les risques. Donc, voilà, c'est d'où l'importance de personnaliser un petit peu ce contenu-là. Je vous avais mis quelques chiffres là-dessus un petit peu, parce que c'est bien beau de faire des use cases, mais ce qui est important, c'est d'avoir un petit peu de data et de voir, OK, derrière, comment ça fonctionne et c'est quoi le résultat. Nous, quand on déploie dans les entreprises Magellan X, on a plus de 2 tiers qui utilisent, qui écoutent au quotidien
les contenus qui sont mis à disposition auprès des collaborateurs. Donc, c'est soit les contenus de l'entreprise, mais nous, il faut savoir que dans notre appli, on abonde au quotidien en contenu sur le développement pro et perso, ce qui fait qu'en fait, on a une double utilisation de l'application. C'est OK, le contenu corpo, c'est ce qui va intéresser l'entreprise, faire bien passer ses messages, mais aussi le collaborateur pour créer une récurrence d'utilisation, faut aussi d'autres contenus et animer cette application. Donc, c'est là où, en fait, nous, on fait un mix complet entre les contenus corpo et les contenus que nous, on puisse diffuser sur le développement et perso. On appelle un mix, mix, c'est un petit peu la marque de chez nous. Donc, voilà, donc vraiment 65% d'utilisateurs au quotidien, 15 minutes de moyenne en écoute par jour, ce qui est vraiment pas mal. Quand vous faites un cumul sur un mois, c'est quand même énorme là-dessus. Donc, et surtout, on a plus de 2/3 qui écoutent le contenu du contenu sur le développement pro et perso et 1/3 sur le parti d'entreprise. Donc, ce qui est vraiment non négligeable en termes de data. Et voilà, après, donc, on a aussi beaucoup de mobilité. Comme je disais, on a une certaine expertise là-dessus. Mais voilà, vraiment, je voulais vous montrer l'impact en tant que tel, le terrain que puisse avoir un outil comme Magellan X, mais surtout cette dimension d'audio et d'intelligence artificielle où aujourd'hui, le but, il est de faire passer un maximum de messages, de faire monter en compétence l'ensemble de mes collaborateurs sans que moi, RH, ça me prenne du temps. En fait, c'est si demain, en fait, vous déployez un outil comme ça, vous dire, en fait, ça me prend, j'ai besoin de recruter une personne là-dessus. Non, le bénéfice, il est mort. C'est de se dire, en fait, avec l'IA, je vais proposer quelque chose de supplémentaire sans que ça me prenne trop de temps. Et c'est là, justement, la valeur ajoutée extrême de l'IA sur ce contexte-là. Voilà, sur cette partie, est-ce que vous avez des questions sur nos différents sujets, tant sur le baromètre que sur l'audio, l'IA, un petit peu sur tout ce qu'on a pu balayer depuis un petit peu plus de 45 minutes maintenant? Ce serait quoi le dernier cas client c'est quoi, pour qu'on se projette un peu, ce serait quoi, tu as le dernier client que vous avez déployé, signé, c'était quoi ses besoins, ses problèmes? Justement, alors c'était une entreprise une grosse entreprise française sur l'environnement avec une population qui est vraiment poussée sur la partie mobilité. Donc, en termes de chiffres, c'est une boîte qui fait plusieurs centaines de milliers plusieurs centaines de milliers de collaborateurs. Et l'idée, c'était justement de créer surtout du lien avec ma population qui est en mobilité. Ils sont souvent en voiture, etc. Et c'est de se dire comment, en fait, que je vais optimiser ma communication interne et les messages RH que je puisse faire passer à ses collaborateurs. Et donc, c'est là où on a dessiné toute une stratégie. En fait, avant de se lancer, nous, on dessine toute une stratégie ensemble. C'est quoi l'objectif? Quel type de population? En fait, ça sert à rien de vouloir taper partout. En fait, quand on veut taper partout, on tape nulle part. C'est-à-dire, OK, est-ce que vous avez vraiment un levier où vous voulez qu'on apporte une extrême valeur ajoutée par rapport à une population bien définie? Donc là, on en a défini une surtout, c'était la population mobilité, et c'était OK, quel message on veut faire passer, à quel rythme, etc. Donc c'est là où on se rend compte que justement, c'est pour ça que je parlais beaucoup de temps mort, le transformer en temps gagné, c'est que en fait, on a utilisé le temps perdu en voiture en temps optimisé et gagné en termes de communication et de proximité avec les collaborateurs. Et c'est de là aussi, ça rejoint un peu les stats, elles sont même un peu plus élevées, je crois qu'on est à 17 minutes en moyenne d'écoute par jour, où voilà, on se rend compte qu'il y a vraiment un levier à aller chercher dessus. Et là, ça me fait penser aussi en parallèle à une autre entreprise sur le transport qui, elle, en cas client, c'était, voilà, moi, j'ai des meetings de 5000 personnes qui durent 2 heures une fois par mois. Il y a un moment, sur les 5000 personnes, tout le monde ne peut pas y assister. Après, leur enregistrer les 2 heures de meeting qui se les reprennent, c'est un peu compliqué. Donc, l'idée, c'était, voilà, OK, automatiquement, on récupère la vidéo, on en fait un résumé et ensuite, on pousse l'audio dans les différentes langues ou à l'ensemble des personnes qui étaient invitées sur ce point. Donc, voilà un petit peu des usages récents qu'on a pu avoir là-dessus. OK, super clair. Si on veut une démo de votre plateforme, comment on fait? C'est simple, vous n'hésitez pas. Je vous ai mis là mon mail, vous m'envoyez un mail et on prend un rendez-vous ensemble et je vous ferai une démonstration de notre plateforme
tant de la plateforme d'IA sur voilà, la transformation des contenus, l'orchestration, mais également de l'application sur l'aspect diffusion, quoi. Donc, ça, vous n'hésitez pas. Et de toute façon, je pense qu'on vous fera partir un petit mail avec le lien du replay aussi, si vous n'avez pas forcément pu suivre toute la conférence. Si vous voulez plus de rendez-vous et plus d'informations et prendre rendez-vous, on vous a mis le lien aussi dans le chat. On vous a mis le lien aussi pour télécharger le baromètre aussi. Vous avez le lien aussi pour télécharger le baromètre. Évidemment, je me tiens à la disposition de tous ceux qui voudraient avoir plus de détails ou qui voudraient échanger sur le sujet. Écoutez, vous avez nos coordonnées si vous voulez plus d'informations. Vous n'hésitez pas à nous contacter. Et merci Thomas merci à toi pour ton invitation. Merci à tous. C'était fort enrichissant et surtout il y a une vraie complémentarité entre vraiment la partie RH et l'audio IA. Donc non, c'était très intéressant et encore merci à tes équipes et à nos équipes de Magellan pour leur travail de préparation. Merci. À bientôt.